Bientôt, ils engagèrent un sans-abri pour travailler en échange de nourriture, mais lorsqu'il retira sa vieille veste, tout le personnel se figea, sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Un ambulancier avec 30 ans d'expérience resta sans voix pour la première fois de sa vie. Les soucis quotidiens emplissaient son esprit. Il semblait que les carrefours de la vie n'étaient pas pour lui, mais maintenant, cela le frappait de plein fouet. En passant au crible ses souvenirs comme de vieilles photographies, Louis revoyait son passé, une enfance spacieuse et prospère, des maisons robustes, de larges rues, des jardins pleins de verdure, avec sa grand-mère qui avait appris le veuvage trop tôt, et sa mère, Cassandra. Il ne se souvenait pas de son père et ne posa jamais de questions à son sujet. Cela ne s'était tout simplement jamais présenté. Cassandra apparut dans un village natal de manière inattendue, apportant avec elle deux de ses plus grandes réalisations. Le petit Louis emmailloté dans une couverture et un diplôme avec mention de l'Institut de culture, enveloppé dans du papier épais. Mélissa osa un jour interroger sa fille sur le père de son petit-fils. La réponse tomba comme un verdict, il est parti et ne reviendra jamais. Il y avait dans la voix de sa fille un mélange si douloureux d'amertume et d'humiliation que la vieille femme ne souleva plus jamais le sujet. La blessure dans le cœur de sa fille resta à jamais. Mais dans leur vie, ce petit aux joues roses et aux yeux couleur de ciel printanier était apparu. La maison dans laquelle elles emménagèrent était considérée comme la plus douillette de toute la région. Elle semblait irradier une lueur intérieure, avec des fenêtres parfaitement propres, d'une taille inhabituelle pour un bâtiment rural. La cour était toujours balayée et les framboises étaient juteuses. Ce monde devint le foyer de Louis dès ses premiers jours conscients. Plus tard, où qu'il aille, le goût des bails de son jardin lui resta. Le jardin comportait également des arbres fruitiers. Louis aimait particulièrement les petits pommiers aux fruits miniatures d'une douceur extraordinaire, des pommes de paradis comme on les appelait. Et la confiture qu'on en faisait, ambrée comme le miel, parfumée, avec une légère pointe d'acidité. Combien de pots de cette gourmandise Louis a-t-il consommé pendant son enfance, et combien en a-t-il rapporté à la résidence universitaire après chaque vacances? Bien sûr, la réserve de cette merveille culinaire fondait instantanément. Qui, à la résidence, savait faire durer le plaisir? Il y en avait, bien sûr, ces quelques calculateurs, mais ils n'étaient généralement pas inclus dans le cercle amical. Mais Louis était invité partout. Bien sûr, il ne s'agissait pas seulement de la confiture de sa grand-mère. À l'école, puis à la faculté de médecine, Louis a toujours su s'entendre avec les gens. Élevé par des femmes attentionnées, il resta longtemps naïf quant à la nature humaine. Il ne pouvait imaginer à quel point ceux que le destin avait placés à ses côtés pouvaient être traîtres. Mélissa, qui dirigeait le dispensaire du village, ne refusait jamais son aide à personne. Maintenant médecin avec son propre cabinet, Louis comprenait que sa grand-mère avait été le médecin universel des villageois. Peu importait que ce fût la ville ou le village. Pour tout, d'un rhume, une ecchymose, un os cassé à un mal de ventre, les gens allaient d'abord voir Mélissa. Les personnes âgées, les adultes et les enfants. Pas de vacances ni de jours de congé, à toute heure du jour ou de la nuit. Et Cassandra dirigeait le centre culturel local. Durant ces années, la vie y foisonnait. Clubs, ateliers, bibliothèques, toute la jeunesse du village s'y pressait pour de nouveaux livres, des projections de films et de la poésie. Avec le temps, ils formèrent même leur propre théâtre, qui gagna rapidement une armée fidèle de fans. Cassandra gérait habilement cette entreprise culturelle, usant de son autorité inébranlable auprès des villageois. Louis était en deuxième année de médecine quand le village commença à se dépeupler. La première victime fut le club. Il fut transformé en un magasin de machines à sous qui apporta tant de chagrin aux familles du village. Les adolescents, par tous les moyens, y dépensaient des sommes considérables pour les normes rurales. Pendant ce temps, un homme d'affaires étendant ses activités installa une usine de transformation de viande dans l'ancienne ferme avicole. Au début, il employa les chômeurs locaux, mais les remplaça plus tard par une main-d'œuvre moins chère, des migrants venus de régions défavorisées. Les gens commencèrent à quitter le village pour la ville. Certains réussirent à vendre leur maison, tandis que la plupart se contentèrent de fermer leurs portes, de vendre leur bétail, de faire leurs bagages et de partir. Le dispensaire fut le dernier à fermer. Il ferma ses portes après l'école et le jardin d'enfants. En fait, personne ne fréquentait plus ces lieux depuis longtemps. Le dernier jour de travail du dispensaire, Cassandra aida sa mère à emballer le matériel et les médicaments restant jusque tard dans la soirée. Puis elles attendirent le bus du district, chargèrent tout et l'expédièrent. Toutes deux étaient émotionnellement épuisées, plus que physiquement.
C'était la corde finale dans l'histoire du village mourant. Quand elles rentrèrent chez elles, dans les pièces froides, elles allumèrent le poêle et allèrent se reposer. Maintenant, personne ne saura qui a oublié de fermer le clapet du poêle. Ce n'est que le lendemain que le voisin donna l'alarme, mais il était déjà trop tard. Les deux femmes avaient été empoisonnées au monoxyde de carbone. Louis demanda de reporter les funérailles jusqu'à son arrivée et se précipita vers son village natal. Il réussit à leur dire au revoir, puis ce fut à son tour de clouer les volets et les portes de la maison désormais vide. Il apporta les fleurs de sa grand-mère à la voisine et lui remit les clés de la maison familiale, au cas où. Puis il retourna à l'université, portant dans son cœur une douleur indicible. Ainsi, sans avertissement ni préparation, un chagrin accablant déferla sur la vie de Louis. Mais l'âme humaine est remarquable par sa capacité à endurer l'épreuve. Louis trouva la force de continuer. À ses côtés se trouvait Sarah, son soutien pendant ses jours sombres. Elle étudiait la médecine, avec 1 an de moins que lui. Leur histoire commença par un instant fugace. Louis se figea en voyant la joie sincère sur le visage de la jeune fille, lisant son nom sur la liste des admis à la faculté de médecine. Quelque chose remua dans son cœur, mais pendant des mois, il ne put même pas se résoudre à lui parler. Le destin les plaça sous le même toit, à la résidence universitaire, une heureuse coïncidence qui mena à d'innombrables rencontres fortuites dans les couloirs. Quelques visites dans la chambre de Sarah, qu'elle partageait avec 3 autres étudiantes, furent comme une véritable épreuve pour sa maîtrise de soi. Les filles lui demandèrent d'installer Internet, puis de remplacer une ampoule grillée par une ampoule à économie d'énergie. Ses mains tremblaient, mais personne ne le remarqua. La véritable percée se produisit de manière inattendue. Louis tomba sur Sarah à la sortie du supermarché alors qu'elle ployait sous le poids d'un énorme sac de courses pour toute sa chambrée. Leurs regards se croisèrent, ils échangèrent des salutations et Louis, sans un mot, lui prit simplement le lourd sac des mains. Sarah le laissa faire silencieusement. Après avoir porté les courses jusqu'à sa chambre, il s'apprêtait à partir, mais Sarah lui suggéra tranquillement de rester pour dîner, comme si de rien n'était. Louis, rempli d'une excitation joyeuse, se précipita dans sa chambre, fouillant dans ses maigres provisions à la recherche du dernier pot de confiture de pommes de paradis de sa grand-mère. Avec ce trésor soigneusement emballé dans du papier, il retourna auprès de la jeune fille. Il y avait en lui une dualité étonnante, ni timide, ni effronté. Il savait rester confiant sans outrepasser les limites. Son attitude tendre envers les femmes se ressentait en tout, quelque chose qu'il avait absorbé depuis l'enfance, nourri par les mains aimantes de sa grand-mère et de sa mère. Il fallut près de 2 ans d'amitié pour que Louis avoue enfin ses sentiments à Sarah. À sa surprise et à son bonheur, elle y répondit favorablement, murmurant doucement ces mots. À partir de ce moment, leurs conversations se tournèrent de plus en plus vers leur avenir commun. Ils faisaient des projets, rêvaient et discutaient de la manière dont ils travailleraient ensemble après avoir obtenu leur diplôme, qu'ils devaient recevoir avec 1 an d'intervalle. Pour l'instant, ils devaient encore étudier et chercher un endroit où leur connaissance et leur amour pourraient bénéficier aux gens. Après avoir terminé leurs études, il n'y avait aucune obligation de rester en ville. Tous deux comprenaient la valeur de la paix et de l'espace. Sarah avait visité le village natal de Louis à plusieurs reprises. La vieille maison, gardienne de l'histoire familiale, lui plaisait. Parfois, elle disait même pensivement, « S'il y avait du travail ici, je m'y installerais volontiers ». Ce qui l'attirait particulièrement, c'était le fait que la question du logement était pratiquement résolue d'elle-même, un rare coup de chance pour de jeunes professionnels. Cependant, à la fin de son internat, Louis découvrit qu'il n'y avait pas de poste vacant à l'hôpital du district. Il resta donc dans la même clinique où il avait fait son stage, occupant un poste de dermatologue. Il réussit également à trouver une place pour Sarah l'année suivante, un rare coup de chance dans le domaine médical. Le travail lui apportait satisfaction et l'équipe l'accepta comme l'un des leurs. Ils traitèrent donc la future épouse de Louis avec chaleur et compréhension. Ils le taquinaient gentiment à propos du mariage à venir, leur conseillant de vérifier leurs horaires de garde à l'avance pour ne pas avoir à se précipiter à la mairie en blouse médicale. Le couple avait déjà trouvé un petit appartement près de l'hôpital, s'émerveillant de leur bonne fortune. La propriétaire en demandait une somme très modeste. Lorsque Sarah rejoignit l'internat, ils emménagèrent enfin ensemble. Elle fut affectée au service de thérapeutique, où les gardes de nuit étaient considérablement plus nombreuses. Louis s'occupait des tâches ménagères avec une habileté inattendue, lui apportant souvent un dîner chaud tard le soir, s'asseyant avec elle dans le bureau des médecins, s'assurant avec anxiété qu'elle n'oubliait pas de manger au milieu des tournées et des procédures sans fin. Mais dans les yeux des infirmières de thérapeutique,
il commença à remarquer quelque chose d'étrange, une nuance insaisissable dans leur regard, que ce fût de la pitié ou de la lassitude. Il n'interrogea pas Sarah à ce sujet, pensant qu'un homme devait résoudre ses problèmes lui-même, et non se cacher sous l'aile de sa bien-aimée. La vérité éclata la veille de leur enregistrement de mariage prévu. Sarah resta pour une garde imprévue, remplaçant une collègue qui avait des affaires familiales urgentes. Elle en informa Louis à la fin de la journée de travail, alors qu'elle quittait déjà l'hôpital. En même temps que la nouvelle, elle fit une étrange demande. « Louis, ne m'apporte juste pas à dîner ce soir. » La voix semblait tendue, avec de fausses notes. L'infirmière de garde a préparé son fameux gâteau au miel, nous allons le goûter. Tu devrais juste te reposer correctement. En rentrant chez lui, Louis prépara mécaniquement le dîner, mais ne toucha pas à la nourriture. Une étrange anxiété lui serrait l'estomac. En naviguant sur Internet, il étudia les dernières avancées médicales, admirant une fois de plus les réalisations de ses collègues israéliens. Il alluma une série, prépara le lit, mais la voix intérieure, de plus en plus insistante, le poussa à retourner à l'hôpital et il céda à l'appel. Son apparition dans la salle de réception ne causa aucune surprise. Il était l'un des leurs, un médecin, un visiteur fréquent du service de thérapeutique où travaillait sa fiancée. Louis passa silencieusement devant le poste des infirmières où l'infirmière somnolait, la tête appuyée sur ses bras. Il ne voulait pas la déranger dans son sommeil, alors il s'approcha de la porte du bureau des médecins et saisit la poignée. À sa surprise, il constata qu'elle était verrouillée de l'intérieur. Étrange, traversa son esprit. C'était vraiment inhabituel. Les bureaux des médecins, dans n'importe quel service, étaient toujours laissés déverrouillés en cas d'urgence nécessitant une intervention médicale immédiate. Louis resta figé, incertain. Devait-il réveiller l'infirmière de garde ou vérifier les services à la recherche de Sarah? Fouiller les services semblait peu judicieux, il était tard, les patients dormaient. Il s'était déjà retourné pour se diriger vers le poste des infirmières quand, à cet instant, il entendit le clic à peine audible de la clé tournant dans la serrure du bureau des médecins. La porte s'entr'ouvrit. Dans l'embrasure apparut Dave, le médecin-chef de l'hôpital. Cheveux gris en désordre, une rougeur anormale sur le visage, un manteau négligemment boutonné, le plus révélateur de tout, son regard. Il était rempli d'un mélange douloureux de honte et de rage. Le chef recula dans la pièce. Comme dans un mauvais rêve, franchissant le seuil, il vit Sarah. Dave parla le premier, commençant par l'évidence, c'est un malentendu. C'est juste arrivé. Louis, ne s'attendant pas à une telle audace de sa part, l'interrompit, est-ce que cela arrive à chaque garde avec Sarah? Et puis Sarah prit la parole. Sa voix était tranchante, étrangère, perçante, je ne suis pas encore ta femme. Et en un instant, le monde entier bascula. Il ne s'agissait pas seulement du changement de voix de Sarah, elle-même s'était transformée au point d'être méconnaissable. La raison n'était pas ses cheveux en désordre ou son manteau froissé, ses signes extérieurs ne faisaient que refléter une profonde métamorphose interne. À cet instant, Louis réalisa que la femme en face de lui était une parfaite inconnue, au visage étranger où le masque de la sincérité avait été remplacé par une grimace de nature trompeuse. Comme si les années de proximité s'étaient dissoutes dans la brume, laissant derrière elle un vide au visage à peine familier. Dave décida de répondre à la question muette qui flottait dans l'air, si les statistiques t'intéressent, Louis, ce n'était pas à chaque garde. Il essaya d'ajouter un ton désinvolte à sa voix, cachant son embarras. Bien sûr, Sarah verrouillait toujours le bureau des médecins, mais cela arrivait assez régulièrement. J'espère que tu ne vas pas courir raconter cette histoire à ma femme. Crois-moi, tout peut arriver dans la vie. Ou alors, cela ne m'est jamais arrivé auparavant. Eh bien, jeune homme, tout cela t'attend encore. Dans son appartement loué, Louis emballa silencieusement ses affaires. Ses mouvements étaient rares, économiques, comme si chaque geste exigeait un effort immense. Sur la table de nuit, il laissa un tiers de l'argent qu'il avait, exactement ce qu'il considérait comme juste, et partit, refermant soigneusement la porte derrière lui. Ses pas résonnèrent sourdement dans le couloir vide, le menant à l'hôtel le plus proche. Son âme était remplie d'un mélange visqueux et nauséabond. C'était du dégoût, pas la douleur de la perte ou la jalousie. Il était répugnant de réaliser que la personne qu'il avait respectée en tant que médecin, un homme qui aurait pu être une figure paternelle, s'était révélée porteuse d'une telle bassesse de caractère. Une liaison sordide avec une interne en médecine, avec des allusions à sa femme, presque comme s'il la traitait comme une monnaie d'échange. Mais la réalisation la plus douloureuse le frappa lorsqu'il comprit que ces regards étranges du personnel du service de thérapeutique avaient été une compréhension silencieuse.
Il voyait, il savait, et il se taisait. Des collègues avec qui il partageait le travail quotidien l'avaient laissé dans l'ignorance, observant le développement de cette histoire honteuse à distance de sécurité. Le lendemain matin, les yeux rougis par l'insomnie, Louis appela son ancien camarade de classe, Robert, qui travaillait à l'hôpital régional. Ils convinrent de se rencontrer le soir. Robert, ignorant tout, demanda avec son sourire habituel dans la voix, « Tu m'invites au mariage ?» Louis effectua sa garde en pilote automatique et alla le rencontrer. Il expliqua brièvement la situation, donnant quelques détails épars, et expliqua pourquoi il n'y aurait pas de mariage. Et soudain, il remarqua quelque chose d'étrange dans les yeux de son ami. L'absence de surprise, l'absence de questions sur les détails. Comme si Robert savait déjà ou soupçonnait quelque chose. Le soupçon grandissant le poussa à demander directement. Robert hésita, comme s'il choisissait soigneusement ses mots, puis admit à contre-cœur, « Tu te souviens que ma sœur cadette était dans le même groupe que Sarah, n'est-ce pas? Elle m'a parlé de la façon dont Sarah a validé certains examens, enfin, pas de la façon, mais des endroits où les examens ont eu lieu. » Les yeux de Robert évitaient le contact direct. « Bien sûr, tu ne savais pas, tu ne soupçonnais rien. Peut-être ai-je eu tort de me taire, mais tout le monde autour pensait que tout allait bien entre vous deux. » « D'accord, Robert, c'est du passé, » dit Louis après une longue pause. Chaque mot était difficile, comme s'il avait quelque chose d'amer dans la bouche. « J'ai décidé de partir d'ici. Je me souviens que tu as mentionné un poste vacant à l'hôpital du district. Pourrais-tu en savoir plus à ce sujet? » « Je vérifie tout de suite, » acquiesça Robert. Il composa le numéro de sa tante Miranda, qui occupait un poste au département de la santé. Elle proposa immédiatement, « Qu'ils viennent, nous en discuterons en détail. » La conversation avec Miranda ressembla à un mélange d'entretien et d'examen. Elle ne limita pas les questions à la dermatologie qui, comme elle l'admit, n'était pas une spécialité prioritaire dans les zones rurales. Après avoir posé des questions détaillées sur ses compétences organisationnelles et testé ses connaissances en comptabilité de base, Miranda fit une offre qui coupa le souffle à Louis, le poste de médecin-chef du poste. Une offre imprévue, sans fioriture. La situation est compliquée. Le personnel, l'équipement et le parc automobile tiennent à peine debout. Mais pour un jeune spécialiste, ce sera une expérience inestimable. Dure, exigeante, mais offrant une expérience que vous n'obtiendrez pas dans des conditions urbaines confortables. Et elle ajouta, il y a aussi une opportunité rare, le seul appartement de fonction restant. Il n'y en a pas d'autre comme celui-ci dans toute la région. Nous essayons depuis 2 mois de trouver un candidat pour ce poste. Dans ses yeux, il y avait un réel désir de pourvoir le poste et un espoir caché que ce jeune homme au regard clair puisse apporter un changement dans cette région reculée. Louis accepta, son instinct lui disant que c'était exactement la chance de repartir à zéro dont il avait désespérément besoin. Il accepta également l'offre de Robert de rester chez lui avant son départ. Ils veillèrent tard dans la cuisine de Robert, et ils ne parlèrent pas de Sarah. Son nom ne fut pas mentionné une seule fois, mais ils discutèrent des aspects pratiques de la gestion d'un poste de secours médical d'urgence qui avait grand besoin d'être relancé. À un moment donné, Robert, remuant pensivement son thé, dit « Tu sais, Louis, tu as un sérieux défaut. Soit tu ne sais pas, soit tu ne veux pas vraiment comprendre les gens. Ou peut-être es-tu simplement trop paresseux pour le faire. Tu veux croire au meilleur. » Il posa sa tasse et continua, « N'oublie pas, tu seras un chef, même si c'est une petite équipe, tu seras toujours un chef. Je répète, un chef. Tu as déjà entendu parler des difficultés, mais j'ajouterai autre chose. J'ai eu l'occasion de conseiller des hôpitaux de village comme celui-là. » La voix de Robert devint plus basse, plus sérieuse. Ils sont tous situés dans des zones économiquement défavorisées. Cela laisse une empreinte sur les habitants, y compris le personnel médical. Prépare-toi au fait que tes ambulances fonctionnent non seulement à peine techniquement, mais qu'elles pourraient aussi être utilisées à des fins pour lesquelles elles n'ont pas été conçues. Il fit une pause. Très probablement dans ton dos. Il n'y a presque pas de service de bus régulier vers les villages voisins. Les gens doivent trouver des moyens de se déplacer. C'est pourquoi le vol de carburant est courant, et ce n'est pas par malhonnêteté intrinsèque. Ceux qui ont à peine réussi à maintenir leur vieille voiture en état de marche ne peuvent tout simplement pas se payer le carburant. Il peut aussi y avoir des radiations malhonnêtes de petits matériels et d'autres mauvaises surprises. Et tu ne connaîtras personne là-bas. Robert se pencha plus près. Toi, Louis, désolé pour la grandiloquence, mais tu es un homme honorable, et tu mesures les autres à la même aune. C'est une qualité merveilleuse, garde-la. Mais comprendre la vraie nature de chaque employé est ton devoir professionnel.
Et que suggères-tu ? Demanda Louis, la voix teintée d'irritation. Devrais-je créer des dossiers sur tout le monde, installer des mouchards pour les écouter ? Robert sembla avoir une illumination, soudain frappé par une nouvelle idée. Tu sais quoi ? Je pense que j'ai une meilleure solution. N'y va pas en tant que chef. Loue une chambre chez une vieille femme pour quelques jours. Porte les vêtements les plus discrets et usés possibles. Va au poste d'ambulance comme une personne ordinaire. Propose de faire n'importe quel travail en échange de nourriture ou d'un salaire minimum. Nettoie la cour, aide aux tâches intérieures, répare peut-être le câblage électrique. Je suis sûr qu'ils te trouveront quelque chose à faire. Il fit une pause, son regard s'attardant de manière significative sur Louis. Travaille quelques jours. Apprends à connaître les gens avec qui tu vas travailler, ceux qui sortiront les patients, fourniront une aide d'urgence dans des situations critiques. Voyant les doutes sur le visage de son ami, Robert ajouta, « Je vois littéralement ce que tu penses. Tu penses que je te suggère d'espionner, n'est-ce pas ?» Robert secoua la tête, un sourire vacilla sur son visage fatigué. « Non, je te suggère de ne pas perdre des mois ou des années à apprendre lentement à connaître l'équipe. Plonge directement dedans, sans lente montée en puissance. Vois les gens tels qu'ils sont réellement, sans les masques qu'ils portent devant le chef. » Après la conversation avec son ami, Louis savait déjà ce qu'il ferait. Le lendemain matin, un homme quelconque descendit d'un bus vétuste qui avait libéré un nuage de gaz d'échappement dans l'air glacial. Il portait une veste usée avec des pièces au coude, un bonnet tricoté démodé au motif délavé et une écharpe pelucheuse, le tout semblant d'une autre époque. Sur son épaule pendait un sac à dos de touriste élimé, avec quelques endroits effilochés. Ses sangles avaient été soigneusement réparées avec du ruban adhésif. Frissonnant sous le vent vif, l'homme regarda autour de lui. Le village l'accueillit avec des rues désertes et des façades de maisons grises, comme résigné à sa décadence inévitable. Son estomac gargouilla de faim et Louis se dirigea vers le seul établissement en activité, un bâtiment miteux aux fenêtres troubles qui s'appelait fièrement un café. À l'intérieur, une odeur d'huile brûlée et de cigarettes bon marché flottait dans l'air. Louis s'approcha du comptoir et commanda un thé sans sucre, la chose la moins chère qu'il pouvait obtenir. La cafetière, une femme corpulente aux cheveux teints en rouge vif, lui lança un regard suspicieux, comme si elle se demandait si l'étrange visiteur avait assez d'argent pour payer. Lorsqu'il, après avoir reçu la tasse fumante, compta soigneusement la monnaie et paya, son regard s'adoucit, devenant presque maternel. « Il y a un endroit près d'ici où Mémé Lezille loue une chambre. Ce n'est pas cher et elle la garde propre. Si vous n'avez nulle part où rester, lui dit-elle confidentiellement, griffonnant l'adresse au dos du reçu et la tendant à Louis. Il la remercia d'un signe de tête, but le thé d'une traite et partit. La maison fut facile à trouver, un bâtiment d'un étage avec des volets bleus et un jardin soigné. Le portail grinça en s'ouvrant pour laisser entrer l'hôte indésirable, et immédiatement un aboiement fort et excité retentit. Le chien de la cour, débraillé et digne, annonça l'arrivée de l'étranger. Une petite vieille femme frêle sortit sur le porche, s'appuyant sur une canne artisanale. Louis leva la tête en guise de salutation, « On m'a dit que vous louiez une chambre. » Ses yeux attentifs et fanés fixèrent son visage, comme si elle y lisait toute sa vie passée. Finalement, la vieille femme hocha la tête et l'invita à entrer. Des rideaux brodés, des tapis tissés à la main, une odeur de tisane et de pommes séchées mêlée au faible arôme d'herbes médicinales. Dans le coin, le poêle crépitait, répandant une chaleur douillette, tandis que des pots de fleurs à motifs avec des géraniums encombraient les rebords de fenêtres. Leurs feuilles vertes créaient un étrange contraste avec la vitre givrée. L'hôtesse, assise sur le bord d'une chaise, demanda « Êtes-vous venu ici pour affaire ou quoi ?» Louis, sentant ses oreilles le trahir en rougissant, signe certain de son incapacité à mentir, répondit en détournant délibérément le regard « Je dois passer au village voir un ami. Nous avons servi ensemble dans l'armée. J'irai directement chez lui, mais je ne suis pas sûr que ce soit convenable. Il est marié depuis longtemps, a déjà 3 enfants. » Déclinant la friandise offerte, Louis partit en mission de reconnaissance au poste d'ambulance. Le petit bâtiment d'un étage, avec une enseigne délavée, semblait aussi fatigué que le reste du village. Il n'y avait pas une seule voiture dans la cour, apparemment, tout était en intervention. Louis poussa la porte grinçante et se retrouva dans un vestibule exigu aux plâtres écaillés. Il prit une profonde inspiration et s'approcha du vieux téléphone, demandant « Y a-t-il du travail disponible ici, même le plus simple, pour le salaire minimum ?» La femme le toisa de haut en bas et le reconnut instantanément comme un nouveau venu.
Louis, décidant de ne pas compliquer son histoire d'ami de l'armée, en inventa une autre. Il expliqua que récemment, dans le train, on lui avait volé ses papiers, son argent et ses bagages. Il avait déposé une plainte à la police, mais pour l'instant, tout était entre les mains de la justice, et il faut bien vivre. Je ne m'occupe pas de ce genre de choses, haussa les épaules la femme. Anthony reviendra bientôt de son intervention, c'est lui le responsable ici. Parlez-lui. Louis sortit sur le porche, inspirant profondément l'air froid. Les minutes s'éternisaient comme de la résine gelée. Puis, soudain, il entendit le bruit approchant d'un moteur, un cheval fatigué aux notes métalliques. L'ambulance du poste arrivait. Le véhicule était ancien, aussi vieux qu'un mammouth, avec une peinture écaillée et un pare-choc cabossé. Cela ressemblait plus à un carrosse d'urgence, comme on les appelait au milieu du XIXe siècle. Louis siffla involontairement. Ce véhicule aurait facilement pu être exposé dans un musée de l'automobile, mais certainement pas sur les routes. On ne pouvait qu'imaginer ce que cela devait être pour le conducteur de gérer ce miracle. À en juger par son apparence, il y avait probablement un malade grave à l'intérieur. Un homme trapu en blouse blanche, depuis longtemps froissé, et tenant une mallette médicale bien usée, sortit de la voiture. Louis se figea. Il se souvenait de ce genre de mallette médicale, sa grand-mère Mélissa en avait une exactement pareille. Elle ne partait jamais en intervention sans elle, et Louis, âgé de 7 ans, se souvenait l'avoir regardée avec fascination sortir des outils et des médicaments mystérieux de la petite mallette magique. Après avoir attendu que l'ambulancier et le chauffeur entrent dans le bâtiment et reprennent leur souffle, Louis les suivit. Il s'approcha immédiatement du médecin et répéta sa demande pour n'importe quel type de travail. « Ah, donc vous savez vous occuper d'une ambulance ?» demanda l'ambulancier, se remémorant des tâches encore plus difficiles. « Alors, commencez, hochatez la tête. Sinon, nous allons transporter un autre patient lourd, et le brancard va tomber en morceaux, et nous finirons probablement par le blesser en chemin. » Le chauffeur, un homme silencieux au visage couvert de rides comme l'écorce d'un vieux chêne, ouvrit la porte arrière du véhicule. Louis vit que le support fixant le brancard à la paroi latérale était tordu, rouillé et se détachait. Il vaudrait mieux le souder, pensa brièvement Louis, mais il écarta immédiatement cette idée. Où trouverait-il une machine à souder ici ? De telles choses étaient difficilement disponibles dans un village comme celui-ci. Comme le disait souvent sa grand-mère, Louis avait les mains adroites. Il demanda s'il y avait des outils. Le chauffeur sortit silencieusement une boîte à outils cabossée dessous le siège, et l'ambulancier, agissant comme médecin-chef, déverrouilla un placard de rangement où se trouvaient d'autres outils. Louis se mit au travail, étudiant le problème, envisageant les options de fixation, sélectionnant les pièces nécessaires et fixant méthodiquement le brancard. Le chauffeur grogna son approbation, « Ça tient bien avec ta poigne. » Pas plus d'une heure ne s'écoula et la tâche fut accomplie. Comme par un signal, le bruit de voitures approchant se fit entendre depuis la cour. 2 autres véhicules étaient revenus d'intervention. Eux aussi avaient des problèmes. L'un avait des sièges desserrés et l'autre une vitre arrière qui ne fermait plus correctement, laissant entrer un air glacial. Louis s'en occupa avec assurance, comme s'il avait passé toute sa vie à réparer des ambulances. Après être sorti de la dernière voiture et avoir étiré son dos raide, il vit 3 chauffeurs sur le porche. Ils fumaient, échangeant occasionnellement quelques mots, comme s'ils conservaient soigneusement leurs paroles, telles de l'eau dans un désert. « Ne pense pas, » rompit le silence l'un d'eux, un homme aux grandes oreilles, « que nous sommes tous inutiles ici. Nous aurions pu nous en occuper nous-mêmes. » Il tira une bouffée, exhalant la fumée en un mince filet. « C'est juste qu'une pause comme celle-ci, comme maintenant, est rare. Habituellement, nous courons partout comme des écureuils en cage, à travers les marais. Le temps d'arriver au village, nous avons secoué toutes nos entrailles. Tu devrais rester et travailler avec nous. Des mains comme les tiennes sont toujours nécessaires. Tu es un bon gars, » appuya le troisième, le plus jeune d'entre eux. « Comment as-tu atterri chez nous, hein ? Et pour combien de temps ?» Louis ne voulait pas s'enfoncer davantage dans le tissu de mensonges, mais le rôle l'exigeait. Il s'approcha d'Anthony avec une demande qui semblait tout à fait naturelle. « Cela vous dérangerait-il si je vous accompagnais si vous alliez au village ? J est un ami, j'aimerais lui rendre visite. Je ne l'ai pas vu depuis un moment. » L'ambulancier lui lança un regard scrutateur, une ombre de compréhension vacillant dans ses yeux. « D'accord, » dit-il en hochant la tête. « Jette un œil et vois ce qui peut être réparé d'autre. Et s'il y a un appel au village, nous t'emmènerons. » Louis hocha la tête avec gratitude et alla inspecter la cour.
La clôture s'était affaissée par endroits et avait besoin d'être resserrée et renforcée. Il se plongea dans le travail, perdant la notion du temps, sentant à chaque clou enfoncé, à chaque planche renforcée, que son âme devenait un peu plus calme. Le crépuscule enveloppait déjà la cour d'ombre violette lorsqu'on l'appela depuis la porte du poste. La voix d'Anthony semblait désinvolte, mais significative, et « L'ouvrier. Tu veux aller au village ? Dépêche-toi, on part chercher une appendicite. » Cette phrase, on part chercher une appendicite, était de l'argot professionnel, le langage des postes médicaux ruraux, le langage des médecins. Elle était utilisée comme un serment tacite pour raccourcir la distance entre eux et la maladie, entre la vie et la mort. Des mots simples, des destins compliqués. Le trajet jusqu'au village se transforma en une épreuve qui ne pouvait être décrite ni par des mots ni par de l'encre. À l'intérieur de la vieille voiture, les secousses transformèrent l'habitacle en un seul nœud de douleur. Dans sa tête, une seule pensée bourdonnait. Arriver à temps, juste arriver à temps. Le chauffeur, découvrant son talent intérieur de pilote de rallye, louvoyait entre les nids de poules et les fosses traîtres avec l'habileté d'un professionnel de stock-car. Chaque tour de volant était une bataille contre la route, chaque pression sur l'accélérateur une confrontation avec le terrain accidenté. Le village les accueillit avec l'obscurité froide d'un soir d'automne. Le village ressemblait à un organisme mourant, seule la moitié des maisons, au plus, semblaient habitées. Les fenêtres luisaient faiblement, comme des cierges dans une église où l'on priait pour les âmes. Au milieu de la rue principale, la silhouette d'un homme se pencha, son visage inquiet. Des gestes nerveux de la main indiquèrent comment entrer dans la cour. Louis entra dans la maison, suivant l'ambulancier. Des larmes coulaient sur les joues pâles comme des ruisseaux printaniers, silencieusement, échappant à tout contrôle humain. La jeune fille ne fit aucun bruit, se mordant seulement la lèvre. Anthony, se penchant sur la patiente, effectua un examen éclair. Ses doigts, aussi sensibles qu'un sismographe, palpèrent son abdomen. Une lueur d'inquiétude traversa les yeux de l'ambulancier, qu'il tenta rapidement de dissimuler derrière un masque professionnel. « Faites vite vos affaires. » Ces deux mots sonnèrent comme une sentence, en même temps, comme une chance. Louis comprit immédiatement la source de la peur d'Anthony, l'appendice était sur le point de se rompre. Encore un peu et le pus se serait répandu, déclenchant une cascade de processus mortels. Agissant comme un seul organisme, Louis et le père de la jeune fille l'enveloppèrent doucement dans une couverture et la portèrent jusqu'à la voiture. Elle était légère, presque impondérable, comme un oisillon tombé du nid. Chaque mouvement lui causait de la douleur, Louis pouvait le voir à sa respiration laborieuse et à ses lèvres serrées en une fine ligne. Le voyage de retour se transforma en une course contre la mort. La vieille ambulance, comme si elle sentait la gravité de la situation, puisa ses dernières forces. Le moteur peinait, la carrosserie vibrait et les roues semblaient à peine toucher le sol tant elles parcouraient rapidement la route impraticable. Louis tenait doucement la tête de la jeune fille, la prenant dans ses paumes, amortissant les coups brutaux des nids de poules. Il pouvait sentir ses cheveux, humides de sueur fiévreuse, collés à ses doigts, et la chaleur irradiante de sa peau. Personne dans la voiture, ni lui, ni le chauffeur qui serrait fermement le volant, ni Anthony qui surveillait l'état de la patiente, ne pensait même au but initial du voyage de Louis, à son ami et collègue. Tout se dissolvait dans la réalité de la lutte pour la vie d'autrui. Ils étaient des personnes liées par un seul désir, arriver à temps. Et ils y parvinrent. Aux urgences de l'hôpital du district, la jeune fille fut immédiatement admise, sans formalités inutiles. Quelques minutes plus tard, le brancard avec son corps fragile disparut derrière les portes du bloc opératoire. Le lendemain matin, alors que Louis parvenait à peine à ouvrir ses paupières gonflées par le manque de sommeil, sa première question à Anthony concerna l'état de la patiente. Et il soupira de soulagement en entendant la réponse, la jeune fille avait été sauvée. Il n'y avait pas de péritonite, les médecins avaient retiré l'appendice enflammé à temps, empêchant l'infection de se propager. Les 2 jours suivants, que Louis consacra à sa reconnaissance, ne firent que renforcer son impression initiale. Ces gens étaient de vrais pionniers, méritant plus qu'un simple respect terrestre. Sur leurs voitures usées, à peine fonctionnelles, ils parcouraient des distances sur des terrains accidentés qui semblaient infranchissables. Sans équipement de diagnostic moderne, s'appuyant sur leurs connaissances, leur expérience et leur intuition, ils posaient des diagnostics précis dans les conditions les plus spartiates. Ils restaient fidèles au serment d'Hippocrate, ne transformant jamais leur véhicule de service en taxi pour des besoins personnels, comme cela arrive souvent à la campagne. La nuit, dans le silence, Louis réfléchissait à la manière d'annoncer à ces gens qu'il avait été nommé leur chef. Maintenant, après les avoir vus en action,
La pensée qu'il avait commencé sa connaissance par un mensonge le remplissait d'une honte brûlante. Dans ces moments, il se souvenait de sa grand-mère Mélissa, de son dévouement à la médecine et aux patients. Elle aurait compris sa mission actuelle. Elle aurait été fière de lui. Ces jours lui donnèrent l'occasion de réaliser qu'il entendrait ce à quoi il était déjà intérieurement préparé. « Dis la vérité, dis simplement la vérité », se répétait Louis. Et donc, à 8 heures du matin, il franchit le seuil du poste d'ambulance. Tout le personnel, 2 ambulanciers, reconnus dans l'homme rasé de près, en costume-cravate, le même gars travailleur de la veille, portant un manteau de fourrure et un chapeau démodé. Louis commença sans préambule. Il admit que pendant les 3 derniers jours, il avait déjà été parmi eux, mais à un autre titre. Il expliqua les motifs de ses actions, s'excusa pour la méfiance qui avait conduit à ce déguisement et dit « La chose la plus importante, je vous ai vu en action réelle. J'ai développé le plus profond respect pour chacun de vous. Je ne sais pas encore comment. » Sa voix était ferme, bien que intérieurement il tremblât d'excitation. « Mais je promets de faire tout mon possible pour doter le poste de nouvel équipement et d'au moins un véhicule à haute mobilité. C'est ma parole. » Les visages des personnes présentes reflétaient une sympathie sincère. Ces gens simples, endurcis par les difficultés de la vie à la campagne, avaient un sens quasi surnaturel de la tromperie et de la sincérité. Ils voyaient clair en lui, curieusement, lui faisaient confiance malgré la tromperie initiale, comme s'ils ne voyaient pas en lui de la lâcheté, mais un désir de comprendre et d'aider. À cet instant, Louis réalisa que leur soutien pesait plus que n'importe quel nouvel équipement. Il le soutiendrait, et avec ce soutien, il pourrait déplacer des montagnes. 6 mois passèrent, remplis d'efforts sans fin, d'appels téléphoniques, de lettres et de voyages. Louis frappa à toutes les portes, contactant quelques entrepreneurs du chef-lieu de district, éveillant leur conscience ou leur vanité ou peu importait. L'important était qu'ils acceptèrent de devenir sponsors. Toutes les ambulances subirent des réparations majeures, et l'ancien équipement dans les cabines fut partiellement remplacé par des analogues modernes. Mais la principale victoire fut la transformation d'une des ambulances en un véritable mini-véhicule de réanimation. Désormais, une thérapie intensive pouvait être effectuée en route, soutenant les fonctions vitales du corps. Chaque cas de ce type devint l'histoire d'une vie sauvée. Cependant, le plan le plus ambitieux de Louis concernait les routes. Leur état dans la région ressemblait à des montagnes russes, sans un seul mètre de surface lisse. Louis insistait constamment pour des réparations, mais il n'y avait nulle part où aller. À cause des mauvaises routes, il était possible de ne pas atteindre une personne mourante ou de ne pas réussir à amener un patient à l'hôpital à temps. Sa persévérance portait lentement ses fruits. Le problème fut remarqué, il était discuté, et on commença à en parler à différents niveaux de gouvernement. Plusieurs mois plus tard, par une froide journée d'hiver, une jeune journaliste accompagnée d'un caméraman arriva au poste d'ambulance pour faire un reportage. Il s'avéra que la télévision locale avait reçu des dizaines de lettres de remerciements de patients que le personnel du poste avait sauvés dans les situations les plus désespérées. La jeune fille semblait étrangement familière à Louis. Quelque chose dans la ligne de sa mâchoire, la forme de ses yeux, la façon dont elle inclinait légèrement la tête en écoutant la personne à qui elle parlait. Elle avait changé, la fragilité douloureuse dont il se souvenait avait disparu. À sa place, il y avait l'assurance d'une adulte. Ses cheveux, qui s'étaient autrefois collés à ses tempes à cause de la sueur fiévreuse, étaient maintenant soigneusement coiffés en une coupe élégante. Mais peu importe ses efforts, il ne parvenait pas à se souvenir des circonstances de leur première rencontre. Tout devint clair lorsqu'Anthony, voyant la journaliste, arbora un large sourire, oubliant la présence de la caméra, s'exclama « Eh bien, bonjour filleule ». La jeune fille, mettant de côté son micro, se précipita vers l'ambulancier et le serra fort dans ses bras, comme s'il était de la famille. Puis, s'écartant mais ne lâchant pas sa main, elle demanda « Anthony, présentez-moi toute l'équipe qui était avec moi dans cette ambulance. Je me souviens comment nous nous sommes précipités sur les routes défoncées, comment quelqu'un tenait soigneusement ma tête pour qu'elle ne ballotte pas d'un côté à l'autre. Je veux remercier chacun d'eux. » C'était donc cette même jeune fille à l'appendicite, celle qu'ils avaient transportée en urgence du village quelques mois auparavant. La vie est pleine de coïncidences et de rencontres remarquables. Parfois, les événements riment si parfaitement et les destins résonnent si clairement que l'on commence à croire au sens profond de ce qui arrive. Le cercle s'était refermé, et il y avait quelque chose de symbolique là-dedans, comme si la vie elle-même lui signalait « Tu es sur la bonne voie ». Comme souvent, un véritable tournant peut survenir au moment du vide complet. Si ces mots ont résonné dans votre cœur, laissez un j'aime. Que ce petit geste soit le reflet de la grande harmonie de nos âmes.